bienvenue sur Fleur d'Avocat. Je suis Lilia-Louise Maréchaux et dans ce podcast, je vais à la rencontre des avocats dans leur robe. Aujourd'hui, mon invitée est maître Clémentine Bossier. Clémentine qui est avocate au barreau de Paris depuis 2016 et qui s'est installée il y a un peu plus d'un an et demi. On va dire, elle fait du droit des nouvelles technologies, beaucoup d'IT, contrat informatique, RGPD, protection des données personnelles. Elle fait aussi du droit commercial et donc pas mal de contrats et à la marge de la propriété intellectuelle. Clémentine ne m'a pas été recommandée par l'un d'entre vous, c'est une cliente de la formation Développer sa clientèle, on en a un tout petit peu parlé, enfin elle l'a mentionné à la marge. Je lui ai proposé de venir sur le podcast occasionnellement, je vous avais dit l'été dernier, j'avais aussi publié une autre interview par une cliente de l'autre formation, Réussir sa collaboration, que je m'autoriserai ponctuellement à faire ça. Pourquoi est-ce que j'ai proposé à Clémentine d'être mon invitée sur le podcast ? Parce que ce que j'ai trouvé intéressant avec Clémentine, c'est que il y a vraiment eu cette dynamique au moment de son installation, de beaucoup de questionnements sur si c'est viable comme projet d'installation, si son projet de comment exercer la profession d'avocat était viable. Et en fait, j'ai trouvé toutes ces interrogations intéressantes. Je pense que vous êtes nombreuses à vous les poser. Et depuis, Clémentine a fait beaucoup de chemin, elle a testé plein de choses. C'est un thème qui est très récurrent et d'ailleurs, vous allez pouvoir le constater avec nos échanges. Et aujourd'hui, ça se passe très bien, son activité se porte vraiment très très bien. Et donc voilà, pour ça, je trouvais ça inspirant de partager son témoignage avec vous. J'espère que ça vous plaira, j'espère que ça enrichira votre réflexion et que ça vous ouvrira aussi des horizons. Et voilà, c'est ce que je voulais vous dire en introduction de ce podcast. Si quand même, ce qu'il faut que je vous dise, c'est que cette formation Développer sa clientèle, c'est un accompagnement sur 6 mois dans la structuration et le développement de votre activité. La prochaine session commencera au mois d'avril et s'étalera jusqu'au mois d'octobre avec quand même une pause au mois d'août. Il y a dans la formation un mélange de vidéos, de e-learning pour tout ce qui est théorie, exercice plutôt réflexion à poser sur le papier, vous de votre côté. Vous avez un petit peu de travail à la maison. Environ toutes les 2 semaines, on fait un point en équipe, donc c'est des groupes de 6, il y en a 3, 18 personnes par semestre. On fait un point toutes les 2 semaines avec un coaching collectif qui dure entre 1h30 et 2h pour revenir sur tout ce qui a été vu dans le cadre des 2 semaines et vous pouvez poser des questions pour approfondir et puis on vient commencer à personnaliser les choses si vous avez des difficultés d'application à votre propre exercice des choses qui ont été vues dans le cadre du e-learning. Et puis il y a aussi 3 heures de conseils individuels donc avec moi où on revient sur ce qui était vu dans la formation, etc. Bon, moi en réalité pendant ces 6 mois je suis très disponible pour votre activité. C'est une formation, mais je fais beaucoup avec vous. Donc, je suis disponible par WhatsApp, par téléphone pour discuter de tous les questionnements existentiels que vous pourriez avoir dans le cadre de votre développement et au stade du réseautage et de la communication. J'interviens aussi beaucoup avec vous. Je vous aide à écrire vos posts. Je vous aide à déterminer vos sujets de communication, de prise de parole, votre ligne éditoriale, les différents contenus que vous pouvez faire pour vos clients, etc., etc. Je vous aide aussi si vous faites votre site internet, ce que je vous encourage à faire, bien évidemment. Je vous aide à voir ce que vous mettez dedans. Je dis on, ce qui est un lapsus révélateur du fait que je m'implique pas mal. Donc voilà, donc je fais tout ça avec vous. La prochaine session, donc comme je vous ai dit, elle commence en avril. Les ventes auront lieu début mars. C'est sur liste d'attente, donc si ça peut vous intéresser et que vous n'êtes pas encore inscrit à la liste d'attente, ce que je vous invite à faire, c'est de vous inscrire. Et puis voilà, et puis vous serez prévenu en avant-première en fait de l'ouverture des ventes. Vous recevrez un email pour prendre rendez-vous avec moi et puis comme ça on voit si la formation correspond effectivement à votre projet et à vos besoins et en fonction vous lancez ou pas. Voilà, je n'en dis pas plus, je vous souhaite une très bonne écoute et je vous dis à la semaine prochaine. Bonjour Clémentine Bossier. Bonjour Lila-Louise. Merci d'être mon invitée sur Fleur d'Avocat. Avec plaisir. Alors Clémentine, raconte-moi comment et pourquoi tu es devenue avocate.
En fait, j'ai un souvenir de la première fois où je me suis dit, ça y est, c'est ce métier. Alors, c'est très étrange. Vas-y. C'est arrivé quand j'étais en troisième, lors de mon en stage en entreprise, je crois qu'on l'appelle comme ça. En fait, mes parents avaient contacté leur avocate qui avait accepté de me recevoir. Et je me rappelle d'être arrivée dans son bureau et là d'avoir vu tous les dossiers rangés. Et là, je me suis dit, je veux ça. Je veux les dossiers rangés. Je veux des dossiers rangés. Je trouve ça hyper impressionnant. Donc ça a été le premier déclic. Si c'est pas indiscret, qu'est-ce qui fait que tes parents avaient besoin d'un avocat? C'était une avocate en droit social. Droit social. Parce qu'ils étaient chefs d'entreprise. Ils avaient un litige avec un employé, voilà. Ok. Et donc, tu vois, et ça t'évoquait quoi ces dossiers? Ça m'évoquait le fait d'avoir beaucoup de dossiers, donc potentiellement beaucoup de clients, beaucoup de choses diversifiées, et de sauter de l'un à l'autre alors que tout est hyper préparé. Je trouvais ça hyper intéressant. Et donc, tu fais fac de droit direct? Avant ça, il y a eu un autre déclic. Ouais. C'est que quelques années plus tard, j'étais au collège et là, on a eu avec des copines, on a organisé des sorties officielles ou non officielles vis-à-vis des parents, dont une qui ne disait pas forcément toute la vérité. Et évidemment, un jour, on s'est fait repérer et on a dû rentrer illico presto. Et là, se trouvait son père. Et en fait, j'avais donc entre 14 et 15 et je lui ai expliqué que finalement, l'attitude de sa fille était une conséquence de son propre comportement. Et très calmement. Et en fait, à la fin, il m'a dit « Mais oui, tu as raison ». Donc t'imagines quelqu'un de 50 ans qui a une petite nénette. Attends, de 15 ans. Moi, je veux avoir les détails de cette histoire. C'était quoi cette sortie et qu'est-ce que t'as plaidé, quoi? En fait, on était, tu vois, je pense qu'on avait dû... elle avait dû dire qu'on restait dormir chez l'une d'entre nous. Évidemment, c'était pas le cas. Et là, moi, mes parents étaient au courant parce que je leur disais tout, donc moi, j'étais tranquille. Et on avait dû aller à Paris parce que j'ai grandi en banlieue parisienne. On avait dû aller à Paris enfin voilà, sortir calmement parce que 15 ans, donc c'est pas non plus, c'était raisonnable. Et en fait, je pense que le père avait appelé la mère de la copine chez qui on était censé être, classique, qui lui avait dit en toute honnêteté, toute franchise, bah, elles sont pas là en fait. et où là on avait eu l'appel, je pense qu'il faut que vous rentrez maintenant les filles en fait. Et voilà, et donc là on était arrivés en stress et en fait moi je lui avais expliqué qu'une éducation hyper stricte et punitive comme il mettait en œuvre vis-à-vis de sa fille, donc ma copine, ça allait forcément aboutir à ça. Et depuis, donc c'est une copine qui vient de se marier, et à chaque fois que je recroise son père, il me dit « Mais j'étais sûre que tu allais devenir avocate. » Parce que pour me soutenir que le comportement de ma fille est une résultante de mon modèle éducatif, ça, il fallait avoir du courage. Donc, et c'est vrai qu'à chaque fois, j'y repensais en me disant « Mais oui, pour moi, c'était une évidence. » T'avais advocaré à ce moment-là, quoi. T'avais pris la parole pour l'autre. C'est ça. Et donc un peu de petits éléments comme ça marquants, enfin petits, pas si petits d'ailleurs, dont tu te souviens. Et donc tu poursuis comme ça et tu te dis je serai avocate. Et tu t'inscris à la fac de droit. Oui, à Sceaux, donc Paris 11. Je m'inscris en L1, donc je fais un DU en même temps sur langue et civilisation, donc c'était anglais, oui. Donc j'approfondis l'anglais et ensuite je pars en Erasmus en L3. T'es partie où? À Athènes. Athènes? C'est tellement pas commun. Oui. J'avais le choix classique entre les destinations pure anglophones, germaniques ou espagnoles, et en fait pour moi c'était une évidence d'aller dans un autre endroit. Pourquoi? Parce que j'avais envie d'une expérience qui était plus que apprendre une langue. Et c'est vrai que le choc culturel que je recherchais, je mets des guillemets, je me suis dit que j'allais plus le trouver en allant dans un pays où je n'étais déjà jamais allée. Et en plus, ce que je trouvais hyper intéressant avec Athènes, c'est qu'en réalité, c'est une ville où personne ne va, sauf pour transiter, prendre le bateau au Pirée et puis aller dans les îles. Et moi, je me suis dit que c'est sûr qu'il allait y avoir plein de choses intéressantes à voir et à faire là-bas. Donc, je suis tombée
pleine crise économique et politique. Donc ça a été assez mouvementé. Et c'était hyper riche. Du coup, les cours étaient en grec, en anglais? En anglais. En anglais. Et c'est normal que les cours de droit soient en anglais en Grèce? Oui, dans cette fac, oui, parce que justement, il y a beaucoup d'échanges qui sont faits. Donc, ils ont préparé un programme qui s'adapte aux étudiants étrangers. Et il y a un moment, je me suis un petit peu questionnée en me demandant si ça allait m'être reproché, un trou dans le CV de ne pas être allé dans un pays anglophone. Et en réalité, ça n'a jamais été un problème. Oui. Au contraire? Je pense que ça attire pas mal la curiosité. Du coup, les gens te disent, d'où la Grèce, Athènes? Exactement. Ouais. Et donc, tu n'as pas appris à parler grec là-bas? Un peu, mais en fait, rapidement, j'ai eu le choix entre soit les cours de grec, soit aller à la plage. et à la plage, j'étais avec des Grecs. Donc, je me suis dit, en soi, je trouverai. On va aller l'utile à l'agréable. Et finalement, tu parlais anglais avec les Grecs à la plage. Exactement. Oui. Et puis en fait, c'est vrai qu'on était une communauté d'Erasmus où, tu vois, j'avais 19 ans, donc c'est vrai qu'à ce moment, j'étais pas vraiment dans une perspective de je veux découvrir le pays, c'était plus je veux faire la fête et rencontrer plein de personnes de toute l'Europe et aller en cours avec, et puis échanger, discuter. Donc c'est vrai que j'avais plus un intérêt vis-à-vis des étudiants que des locaux, ce qui a été différent quand je suis partie en LLM. Ouais. Donc tu reviens de Grèce. Ensuite, et comment est-ce que tu te dessines à ce moment-là? Enfin, du coup, si tu fais ta L3, ça veut dire que tu rentres, c'est le M1. Donc il commence à être l'heure de faire un peu des choix de type de spécialité et tout. Comment tu t'orientes à ce moment-là? Alors pour le M1, j'ai décidé d'aller dans un M1 qui était en droit international privé et public. Et donc j'avais des matières, j'avais du droit européen, j'avais aussi des matières sur, je devais avoir les droits de l'homme, droit des télécoms, enfin j'avais vraiment des matières assez à visée internationale, on va dire. Et à la suite de en fait, l'été entre le M1 et le M2, je suis aussi partie à l'étranger. Ouais. J'ai été en Malaisie dans le cadre d'un partenariat entre ma fac, qui est Sceaux, et une université australienne qui s'appelle Monash. Et donc c'est vrai que la fac de Sceaux, ils ont des super partenariats comme ça. Et je suis partie pendant 2 mois en Malaisie dans un campus. Et là, c'était en anglais également. Et tu vois, j'avais des matières, c'était du droit de la bioéthique, du droit des relations internationales. Donc c'était un peu dans la même lignée, on va dire. Donc pareil, très bonne expérience en termes de adaptation à un nouvel environnement, une découverte d'étudiants étrangers et aussi un peu de voyage, évidemment. Et en revenant, donc c'était l'été où j'ai dû sélectionner mon M2 et j'ai choisi un M2 qui n'était pas vraiment en lien avec le M1. Là, j'étais partie en droit du commerce électronique et de l'économie numérique. Donc, Tu te souviens de pourquoi? Oui, parce que je me suis dit, j'avais très envie de partir dans la direction des droits de l'homme au début. Ça me donne envie de dire les droits de l'être humain, mais droits de l'homme. Tu sais, il y en a beaucoup qui disent maintenant les droits de l'humain. Oui, voilà. Ouais. Bon, on va dire, donc j'avais envie d'aller en droit de l'humain. Et j'ai eu une discussion avec un de mes enseignants de M1. Je passe l'entretien pour intégrer un M2 qui dirigeait. Et là, il m'a dit, vous savez, j'ai eu une étudiante une année, elle avait une hésitation entre le M2 que je propose, qui était un M2 en droit des télécoms, et un M2 en droit de l'homme. Je l'ai prise et finalement, au dernier moment, elle a annulé. Et donc, en fait, j'ai senti que ça avait un petit peu orienté son choix. Et du coup, je me suis dit, en fait, ça l'a pas fait, ce choix-là. Donc, je me suis dit, vers quelle matière je pourrais aller, qui est à la fois un côté proche de moi, dans le sens qui me parle, donc je ne me voyais pas aller en corporate pur, par exemple, mais aussi un côté un peu, pas que finalement quelque chose que je relie à moi, quelque chose aussi d'autre que j'ai envie d'apprendre. Et donc là, je me suis rendu compte qu'en fait, on allait tous sur Internet, qu'on faisait tous plein d'achats et qu'on était confrontés aux mêmes difficultés et que finalement, aller dans m'orienter vers une spécialité un petit peu digitale et tech, tout en étant rattachée à mon expérience de consommatrice et d'internaute, ça me plaisait. Donc j'ai postulé à beaucoup de M2 parce que j'avais vraiment
un peu peur de Ouais. ne pas être prise. Et ça a fonctionné à la Sorbonne, donc pas rien. Trop cool. Et tu dis que tu as aussi fait donc un LLM? Oui, Ouais. donc à la suite du M2, j'ai passé le CRFPA, Ouais. que j'ai réussi du premier coup. Et là, j'ai fait une césure. Donc, c'est un mécanisme de césure plus PPI. Ouais. C'est-à-dire que mon PPI, au lieu de durer 6 mois, a duré 1 an et ça a été mon LLM. Mm. Donc finalement, j'ai jamais eu d'expérience en entreprise. Et là, pour le LLM, je suis partie aux Pays-Bas. Parce que j'ai une maman néerlandaise. Et j'ai la nationalité aussi. J'y avais jamais passé du temps en dehors des vacances ou des réunions familiales. Et j'avais beaucoup de curiosité, en fait, d'aller passer vraiment 1 an là-bas, de me rapprocher de ma famille. Et donc, j'ai choisi d'ailleurs une ville assez excentrée parce que je voulais pas être Amsterdam. Pourquoi tu voulais pas être Amsterdam? Je me suis dit que j'allais avoir tout le temps des copains qui seraient venus me voir ou des copains de copains. Et que finalement, j'aurais eu beaucoup de gens qui... Et je me serais pas forcément autant ancrée dans ma ville. Et en plus, dans le Nord, ça m'a permis aussi de me rapprocher de ma famille et d'être vraiment plus en immersion. Mm. Et là-bas, j'ai fait Donc, t'étais dans quelle ville? Groningen, Groningen. avec l'accent. Tu parles néerlandais Oui. par ta maman? Ok. Ben, surtout, je l'ai beaucoup amélioré quand j'ai vécu là-bas, puisque en plus des études, j'avais pris un petit job dans un restaurant pour me confronter à la culture Dutch, et ça s'est super bien passé. En fait, j'avais cherché des restaurants qui proposaient un peu des crèmes brûlées, des baguettes. Je me suis dit, on va sortir le drapeau français, ça va marcher, parce que je parlais vraiment pas assez bien. Et j'ai fait plusieurs essais. Il y en a un qui était super prestigieux en plus, qui m'a pris. Et donc j'ai été serveuse là-bas et c'était une super expérience. Et donc là, tu as plus réussi donc, à t'ancrer avec les locaux, etc. Oui. Et à la fin de ce LLM, justement, qu'est-ce que t'en es où dans ta vie à ce moment-là? Tu veux être avocate toujours? Oui, oui. Ouais. Oui, Genre, oui. En fait, t'as pas trop vrillé, quoi. T'étais en Non, mode, ouais. ok, c'est Ouais. des étapes, pouf, pouf, ok. Je dirais pas que c'était une vocation, mais ça me semblait être un chemin où j'avais envie d'aller. Ouais. Et donc de là, je suis partie... je suis revenue en France. Donc il y a eu le stage final Que t'as fait? que j'ai fait chez Hogan Lovells. Ouais. Donc dans le département qui gère... Alors à l'époque, l'IP était avec aussi le département IT. Et à ce moment-là, donc je travaillais beaucoup sur des sujets de nom de domaine et données personnelles. Mhm. Très, très fort. Et donc ça, mon stage a duré 6 mois, la durée du stage final. Ensuite, j'ai cherché ma première collab que j'ai eue dans un cabinet anglo-saxon. Et donc là, la première collab, j'ai trouvé ça un peu difficile à trouver. Mhm. Ah ouais, t'as eu du mal à trouver? Oui, j'ai eu du mal à trouver. Et puis ensuite, ça n'a pas super bien fonctionné. Ça a duré combien de temps, ne serait-ce que la recherche? En fait, c'est simple. Le stage final a dû se terminer classiquement fin juillet. Et ma collab a commencé le 1er décembre. Ouais, donc Donc il y a eu l'été... Il y a eu l'été en pause et ensuite il y a eu des process de recrutement, puis la première collab, donc chez un anglo-saxon qui finalement a été une étape vers une autre collab. Ça a duré combien de temps cette étape? 6 mois. Ouais, donc court. Ouais, court. Et qu'est-ce qui s'est mal passé? Je pense qu'il y avait une différence entre les attentes et ce qui était possible. Et classiquement, comme ça peut arriver dans des structures, en fait, le profil attendu est un profil un peu plus expérimenté. Et donc, il y a eu ça n'a pas fonctionné plus que ça. Donc, à la suite de cette expérience, j'ai cherché une autre collaboration. T'as mis du temps à trouver? Non, c'est allé assez vite. En fait, parce que j'avais prêté serment. J'ai l'impression que c'était plus simple. Pourtant, dans des matières assez conseils,
Non, c'est allé assez vite pour trouver. Du coup, tu l'as vécu comment cette étape? Parce que 6 mois, un peu d'incertitude, t'as pas de taf. Ensuite, t'arrives, les attentes versus réalité, blocage. Comment t'es dans ta tête à ce moment-là? Pas la meilleure période. Clairement pas la meilleure période. J'étais super bien entourée. Donc ça, c'est top. Mais c'est vrai que ça a été un petit peu... Je reste, tu vois, quand même persuadée, et pour en discuter pas mal avec des consoeurs plus jeunes ou même plus expérimentées, que la première collab où on peut rester plus de 6 mois et où on est formé, c'est vraiment pas évident à trouver. Et après, ça va beaucoup mieux. Mais c'est vrai que le démarrage, ça a été un peu complexe. C'est une vraie question. Qu'est-ce qui fait que y a ce truc de la première collab? Tu vois, est-ce que c'est... Parce que du coup, ça pose quand même la question de... Est-ce que c'est pas... Enfin, sans dédouaner les cabinets de certaines responsabilités, tu vois, mais c'est pas en 6 mois. Enfin, en 6 mois, t'apprends plein de choses, mais c'est pas ça qui te fait que... Donc du coup, est-ce qu'il n'y a pas un truc qui se fait dans un espèce de baptême du feu qui se fait aussi avec le- l'aspect où tu comprends ce que c'est que le monde du travail, tu vois? Genre un truc un peu... j'en sais rien. J'ai pas de réponse. Mais je trouve que c'est une vraie... Il y a une vraie question là-dessus, quoi, parce que s'il y a autant ce truc de, ben, la première collab, tu te casses le nez, et ensuite, ça va mieux, enfin, dans les bonnes situations, euh, ouais, qu'est-ce qui fait que ensuite ça va mieux, alors que souvent, l'expérience acquise, elle est, tu vois, la différence juste d'expérience et d'expertise, elle est pas folle, quoi. C'est vrai. Mais je pense que il y a former quelqu'un, c'est compliqué. Ouais, c'est hyper dur. C'est dur parce que enfin moi j'ai eu un tout petit peu de formation à faire, mais vraiment petit, et je pense que c'est vraiment un investissement qui est des deux côtés d'ailleurs en fait, et c'est difficile d'avoir une bonne combinaison comme ça dès le début, en fait, de se dire on est en phase, moi je te forme, toi tu es formé, donc on va essayer de travailler comme ça, on va maintenir cet équilibre. C'est pas évident. Ça marche pas forcément toujours, et dans la deuxième, ça a mieux fonctionné. Ouais. Et tu dis que tu étais très entourée. Ouais. Donc t'as... Parmi les... Déjà, à titre personnel, famille, amoureux, amis, c'était parfait. Et même, en fait, au sein de la structure, en fait, j'ai pu avoir des discussions assez chouettes avec des personnes qui étaient là depuis un peu plus longtemps, et avec qui et qui avaient aussi plus d'expérience, et avec qui, justement, j'ai pu décortiquer un petit peu ce qui avait pu se passer, et c'était top. Ouais. Et donc la deuxième, ça se passe mieux. Et qu'est-ce qui se passe mieux justement? Comment tu te sens dans la deuxième? Dans la deuxième, je me suis sentie hyper accueillie, même attendue, on peut dire. Et puisque j'ai eu la chance en fait de travailler avec une associée depuis qui venait de devenir toute jeune associée en fait, et qui cherchait vraiment quelqu'un avec qui travailler, et qu'elle voulait former. Donc qui était beaucoup dans l'accompagnement, dans l'échange, les discussions et la transmission. Pas uniquement la transmission du savoir, on va dire, et de la matière, mais aussi la gestion client, la facturation, ce genre de process en fait qui sont parfois un petit peu tenus éloignés des collaborateurs et collaboratrices, et ce qui n'a pas été le cas. Donc ça, c'est vrai que c'est des choses en fait que j'ai apprises, que j'ai intégrées en les adaptant, et que j'utilise en fait souvent. Ouais. Et donc toujours en IT? Alors plus en IT et data. Donc en fait l'IT, ça va être vraiment tout ce qui a trait au contrat informatique, au contrat un peu complexe, de logiciels, de SaaS. Donc vraiment le côté très technologique, qui a nécessité d'ailleurs un petit peu un apprentissage au début quand j'ai commencé cette deuxième collab.
de comprendre comment fonctionne un logiciel, un code source, algorithme, enfin les notions vraiment techniques. Et beaucoup aussi en données personnelles, forcément, parce que ça a explosé Ouais. avec l'arrivée du RGPD. Et ça t'a plu, ça? Moi, j'ai bien aimé le côté, pas uniquement droit, pas uniquement dans les bouquins juridiques et les recherches juridiques, mais aussi un aspect un peu plus tech. Ouais. Mm. Et cette collab, elle a duré combien de temps? Elle a duré entre 4 ans et 4 ans et demi, je Ah dirais. ouais, comment? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé au bout de 4 ans et 4 ans et demi? Au bout de 4 ans et demi, en fait, j'avais envie de découvrir un peu d'autres facettes de la profession. Ouais. C'est-à-dire que je commençais à avoir des clients perso. Tu les avais trouvés où, ces clients perso? Ils m'avaient trouvé. En fait, Mais ça a été vas-y, raconte. Je du veux tout savoir. bouche à oreille, un tel cherche un avocat ou une avocate pour l'accompagner sur sa structuration, enfin la mise en place de ses contrats, des questions sur les données personnelles. Et en fait, en l'occurrence, je pense à un que mon frère m'a apporté et avec qui je continue à travailler en fait. Mm. Et on a une relation de confiance qui a beaucoup évolué, c'est-à-dire qu'au début, classiquement, j'étais au forfait. Mm. Et maintenant, je suis en fait au taux horaire. Il y a vraiment une belle relation de confiance. Et là, on est en train de mettre en place une sorte de partenariat pour que je devienne sa directrice juridique, mais externalisée en fait. Ouais. Je suis sa DPO aussi. Donc, Et ouais, quand vous étiez au forfait, c'est parce que vous étiez plus sur des missions déterminées? oui, c'est ça. C'était rédaction de CGV, c'était rédaction du contrat, ce genre de Donc tu lui disais, choses. voilà, pour les CGV, je vais vous prendre tant, pour le contrat, je vais vous prendre tant. Ouais. Ouais. Et ce qui est hyper cohérent aussi dans la posture de client, en fait, Ouais. de se dire, en fait, je suis très contente de travailler avec vous, mais je ne vous connais pas, j'ai besoin d'avoir un peu de visibilité sur notre manière de travailler et d'échanger. Donc, est-ce qu'on commence avec des petites choses? Et maintenant, en fait, on s'appelle très souvent et je suis vraiment, je pense, le point de contact en fait juridique. Et ensuite, je redirige quand ça sort de mon scope. Ouais. Et c'est intéressant parce que moi, je me suis posé la question, tu vois, avec Camille, qui est ma directrice marketing externalisée. Enfin, non, c'est même pas ma directrice marketing externalisée, c'est genre mon bras droit à plein d'égards dans Fleur d'Avocat. Et elle a un TJM et elle bosse pour moi 1 à 2 demi-journées par semaine. Et donc, c'est à la demi-journée, tu vois. Je la paye forfaitairement à la demi-journée. Et je me suis dit, tu vois, j'ai réfléchi de mon côté. Est-ce que ce serait pas plus intelligent qu'on fonctionne par projet, tu vois? Ok, pour le projet, pour tel projet, telle enveloppe, etc., etc. Et en fait, dans les configurations où la personne, ça pourrait être enfin, disons-le, tu vois, moi, Camille, ça pourrait être un temps partiel dans mon entreprise sous un contrat de travail, quoi, tu vois. C'est pas son business model et tout, mais ça pourrait carrément être quelque chose. Et en fait, dans ces cas-là, bah, effectivement, ça a plus de sens que ce soit au tarif, enfin à l'heure ou à la journée, enfin ou à la demi-journée, parce que globalement, c'est un peu à l'agenda du jour, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est aujourd'hui là le truc sur lequel il faut qu'on bosse, c'est ça. Et puis, bah, si elle met plus de temps ou moins, en fait, c'est pas le sujet. De toute façon, tu vois ce que je veux dire? Bah là, on est en train de réfléchir et justement, j'ai proposé une offre avec qui ressemble un petit peu à ce que tu dois avoir mis en place avec Camille, de 2 jours par mois sur place, parce que j'aime beaucoup aller voir les clients aussi, c'est hyper sympa. Donc, je vais 2 jours, on va le commencer là en 2022, et je lui ai proposé donc un TJM, pareil, pour ces prestations. Et on a un petit peu déjà défini les missions que j'allais accomplir. Donc, ça va être vraiment sur de la restructuration contractuelle intégrale. Ouais, intéressant. Ouais, bah ouais, nous, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que c'est a priori 1 demi-journée par semaine. Et si on sent que, en fait, ça déborde pour une raison ou pour une autre et qu'on veut vraiment aboutir le truc. Tu vois, là, par exemple, on a changé de logiciel de gestion des emails, des trucs, des machins de CRM.
Et ça a pris plus de temps que prévu pour plusieurs raisons. Et au bout d'un moment, là, moi, j'ai besoin que ça se termine parce que, tu vois, au bout d'un moment, il faut que je puisse me transvaser sur un nouvel outil et tout. Donc, on a rajouté des demi-journées. Euh, et donc, en fait, de toute façon, elle te le dit, quoi. À la fin de cette demi-journée, là, j'ai mis plus de temps que prévu là-dessus. Du coup, j'ai pas pu avancer là-dessus et tout. Donc, toi, en fait, si tu veux aussi qu'elle avance sur le reste, ben, tu te responsabilises et tu lui demandes si elle a si elle a plus de temps cette semaine à te dédier pour finir le truc, quoi. Tu vois, enfin, en fait. Donc, ouais. Je pense qu'il faut être beaucoup, pour ce type de partenariat, il faut vraiment être dans l'échange permanent. Ouais. En effet, d'un côté, tu vois, la posture de client, d'être très clair sur ce qu'on veut et de le dire, en fait, et de bien l'énoncer. Et la posture de prestataire, être vraiment à l'écoute. Et comprendre les priorités aussi. Parce que parfois, ça peut être un petit peu confus dans l'esprit du client qui est sur tous les fronts, qui n'a pas trop le temps. Et donc, le prestataire, pour moi, on a un vrai rôle de poser les bonnes questions et proposer aussi. Dire, bon, bah, peut-être que là, ça serait pas mal que je revienne demain, ou cette semaine, je vais faire 2 jours d'affilée parce que là, je sens que je suis sur le point de finir ce projet et que après, ça sera fini. Donc, c'est vraiment... Et je pense aussi ne pas avoir peur de changer. Finalement, proposer quelque chose et se dire, en fait... on pourrait peut-être faire comme ça marcherait mieux et être être un peu créatif dans son approche. Ouais, c'est clair, je suis complètement d'accord. Et de cadrer aussi. Moi, je sais que en fait, tu te rends compte, mais le parallèle peut être fait avec la collaboration, cela dit. Mais moi, je me rends compte que si elle me dit pas, en fait, là, il y a tant sur la to-do, mais enfin, en fait, sur quoi est-ce que, enfin, le temps imparti, c'est ça. Sur quoi est-ce que tu veux que j'avance en premier et qu'elle-même, elle me donne son avis sur ce qui serait le plus pertinent en premier ou pas, selon elle. Et que en plus, elle me dit pas à la fin de la journée, ouais, alors là, il y a eu tel genre de bug ou là, ça a coincé. Enfin, voilà, du coup, j'ai mis plus de temps, donc j'ai pas pu avancer là-dessus. Moi, je peux pas lui reprocher parce que c'est pas parce qu'elle est prestataire qu'elle a. Enfin, je veux dire, on sait tous ce que c'est qu'un truc où on pense que ça va nous prendre 2 secondes et puis en fait, il y a un couac, il y a une intégration qui se fait pas, il y a une API qui s'intègre mal, il y a non, enfin, l'enfer. Surtout qu'elle bosse beaucoup sur ces trucs-là que moi, je suis incapable de gérer. Et en fait, si elle me le dit pas, ben moi, je peux. Enfin, forcément, à la fin de la demi-journée, je vais être là, mais d'où c'est pas fini, tu vois. Alors qu'en fait, si elle te le dit tout simplement et que, bah voilà, bah t'es juste en mode, ouais, ok, bah du coup, on rajoute 2 heures ou ce sera fait, ou on termine la semaine prochaine, c'est pas grave, c'est pas le sujet, quoi, tu vois. Donc, comme tu dis, il y a le côté, genre, être à l'écoute et être force de proposition, mais je trouve aussi vachement, genre, cadrer ce qui est fait, ce qui est raisonnable, ce qui peut être fait et tout. Et d'ailleurs, moi, ça me fait vraiment réfléchir au parallèle avec la collaboration parce que tu vois, c'est un vrai sujet. Les jeunes avocats qui sont là, ouais, mais j'ai trop de travail par rapport au temps et tout, machin. Et en fait, c'est la responsabilité du cadrage initial de dire, en fait, là, enfin, juste, c'est pas possible, quoi. Tu vois, genre, je l'ai pas fait et d'ailleurs, de même pas le présenter comme un problème, mais juste, ben non, là, j'ai pas eu le temps de le faire. Moi, je pense que quand j'étais dès mes stages, en fait, j'étais assez angoissée par comment gérer la masse de travail, notamment quand on se retrouve à travailler pour plusieurs associés ou collaborateurs en tant que stagiaire. J'ai trouvé ça toujours très très compliqué et donc quand j'ai des échanges avec des stagiaires ou même des collaborateurs ou collaboratrices et que j'ai pu moi-même travailler avec un petit peu des collabs, c'était toujours de leur dire, en fait, c'est pas sur vos épaules. La responsabilité d'être surchargé, en réalité, elle doit être tout de suite remontée. Et vous devez tout de suite demander, qu'est-ce que je fais en premier ? Parce que vous connaissez pas forcément déjà, vous ne connaissez pas tous les enjeux. Et en plus, s'il y a bien une personne qui a la full picture, c'est l'associé. Et c'est vrai que j'ai trouvé... souvent, j'ai pu avoir des difficultés à tirer la sonnette d'alarme parce que j'avais l'impression de poser un peu la question stupide, tout le monde est dans le rush. Et en revanche, il y a eu des moments où j'ai pu avoir vraiment des bons échanges là-dessus et j'ai trouvé ça essentiel. Et donc, c'est vrai que là, maintenant que je suis à mon compte,
j'ai plus de référent, c'est moi le référent qui décide. Et évidemment, je prends le pouls auprès de mes clients pour comprendre quelles sont les priorités. Et en fait, c'est un petit peu moi qui donne le timing aussi. Et c'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas eu de loupé. Ouais, J'ai bien mais compris. franchement, non, mais pour être, enfin, tu vois, je pourrais être ton client, tu vois. Et je trouve que, en tout cas, moi, j'attends aussi, et c'est aussi pour ça que j'aime travailler avec des prestataires, parce qu'ils donnent un timing, tu vois, parce qu'ils rythment le truc. Et en fait, tant que la communication est claire sur le rythme qu'on va pouvoir donner, enfin, tu vois, là, j'ai une mission pour refaire le site internet en janvier. Du coup, quand on diffusera ce podcast, peut-être que ce sera déjà fait, je sais pas. Et en fait, la web designer avec laquelle je travaille, en fait, elle m'a rythmé le truc, quoi. Elle m'a dit, OK, donc si tu veux ça pour fin janvier, ça veut dire que moi, j'estime que là, j'ai tant de jours de travail. Et donc, mais c'était hyper intéressant. Enfin, moi, j'adore réfléchir en miroir, tu vois, apprendre, être en méta et tout. Mais elle m'a dit, ben voilà, donc j'ai tant de journées. Donc, globalement, si tu veux que ce soit fini pour là, ça veut dire enfin, moi, je veux bien qu'elle ait les journées comme ça. Mais par contre, il faudra que tu sois hyper réactive entre les deux. Parce que sinon, ça voudra dire que je serai bloquée et donc on prendra du retard et ce sera, enfin, tu vois, ce sera pas Bien de ma sûr. faute. Et d'un autre côté, elle va pas bloquer des journées pour moi. Enfin, ça veut dire que moi, je m'engage à la rémunérer aussi. Et donc, tu vois, il y a eu une discussion sur le cadrage de engagement sur la réactivité, le fait que quand elle avance, moi, à la fin de la journée, je dois pouvoir lui faire un retour et tout. Et cadrage sur enfin, tu vois, tout. Et c'était hyper intéressant de voir comment, en fait, finalement, c'est elle qui donne le timing de mon projet. Oui, bien sûr, mais parce qu'elle est Tu dois avoir extérieure ça tout le temps, quoi. et Mais... qu'elle est pro, en fait. Là où toi, c'est ton premier, enfin, c'est ton gros projet. Elle en a plusieurs. Et c'est vrai que là, tu vois, j'ai fait une proposition à une nouvelle cliente sur la réalisation d'une analyse d'impact. Donc, c'est la casquette data, données. Et quand j'en ai discuté avec elle avant de lui envoyer, je lui ai vraiment dit, en fait, il faut qu'on bosse ensemble. C'est-à-dire que moi, ma proposition et le timing que je vais vous donner, c'est pour nous deux. Donc c'est vrai que moi, je vais vous relancer. Et c'est parce que je connais votre plus grande échéance, qui est le lancement d'une application. Donc voilà. Et en fait, rétro-planning. Du coup, voilà comment je séquence les étapes. Et c'est hyper... En fait, c'est responsabilisant pour les deux, je trouve. Ça donne un cadre, comme tu disais. C'est un bon cadre. Moi, j'aime, en tout cas, c'est un peu de la gestion de projet. C'est de la gestion de projet. Oui. Et moi, je trouve ça. Moi, je pourrais te montrer mon agenda, comment j'ai des journées. Et en fait, les journées où j'ai un prestat qui travaille pour moi, elles sont marquées dans mon agenda. Et du coup, je sais que ces jours-là, je prévois des créneaux, ou au moins en début de journée et en fin de journée, pour faire le point sur la to-do de la journée. Enfin, tu vois, genre. Et je trouve que ça apporte. Enfin, moi, j'aime beaucoup, je trouve que ça apporte vachement de clarté. Mais j'attends que, entre guillemets, j'attends que ça. Enfin. Si mon prestat attend que ça vienne de moi, ça viendra pas. Bon, c'est aussi parce que c'est pas ma casquette, tu vois. Et cela dit, je pense que je le fais pour mes clients. Donc, tu vois. Mais le fait que ça vienne du client, c'est cool. Et donc, attends, tu disais que pour ce client, où ça se dessine de plus en plus en direction juridique externalisée, là, finalement, tu amorces une casquette d'un peu de refonte contractuelle globale. Donc, qu'est-ce qui a amené à cette... Donc, en fait, jusqu'à maintenant, tu as beaucoup été en mode, OK, tu as besoin de tel type de contrat, de tel type de contrat, de tel type de pressage, tu le fais et c'était au forfait. Puis ça glisse vers un truc... horaire aussi. Au début, on était au forfait et puis de plus en plus, en fait, on est passé au temps horaire. Au temps horaire. Et ensuite, ça passe en TJM parce que ça prend de l'ampleur. Et comment est-ce que vous êtes passé de missions, entre guillemets, ponctuelles désignées, j'ai besoin de tel truc, tu me le fais et tout, à, en fait, vas-y, t'as du temps pour nous, qu'est-ce que tu nous proposes? Enfin, c'est toi qui as proposé le fait de faire une refonte contractuelle globale, tu vois, qu'est-ce qui... En fait, peu à peu, il a fait le constat que je bossais vraiment beaucoup pour lui. Et il me posait un petit peu des questions. Est-ce que tu envisagerais d'aller en entreprise ? Et moi, je venais de me lancer, donc je lui ai dit que pour l'instant, j'avais envie d'avoir une diversité dans ma pratique. Et je trouvais que d'ailleurs, c'était aussi pour le bénéfice de mes clients, en fait, de travailler pour plusieurs structures et ensuite d'aller spécifiquement sur une, que j'étais riche de tout ce que je pouvais apprendre dans mes différentes expériences. Et
je lui ai proposé aussi une mission de mise en conformité RGPD, on en avait parlé ensemble. Ouais. Et je pense que comme j'ai passé beaucoup de temps dans ces locaux à ce moment-là, puisque j'avais besoin de voir les opérationnels, en fait, c'est un travail que pour moi, quand je te disais que j'aime beaucoup aller chez le client, parce que je trouve que c'est essentiel d'être dans le quotidien du client, pas tous les jours évidemment, mais de voir ses locaux. Je me rappelle qu'un client qui avait fait une inauguration de locaux, j'y suis allée, mais il était hyper heureux. En fait, il était trop content de me présenter à tout le monde. Et c'est vrai que c'est des petites choses qui semblent anodines, mais qui en réalité font que je trouve que la relation professionnelle passe à un niveau supérieur en termes d'investissement. Et donc ce client, j'ai passé beaucoup de temps chez lui à ce moment-là. Et je m'entends bien avec vraiment toute l'équipe. Et peu à peu, il a aussi par ailleurs des projets par rapport à sa structure, en fait, et en termes d'évolution. Et donc, c'est un peu lui qui a amené le sujet en me proposant de finalement encadrer un peu plus de manière structurelle et plus agir j'appelle ça en pompier, c'est-à-dire oh là on a une négo de contrat, est-ce que tu peux m'aider, je le prends, hop c'est fait, mais un peu moins pompier, moins du one shot mais plus du long terme. Et donc ensemble on a réfléchi combien de jours seraient nécessaires pour réaliser ces missions. Donc on est parti sur ça. On a fixé un cadre initial, donc là ça va commencer, puisque je pense que quand le podcast sera diffusé, on sera en 2022, donc je vais commencer. Et dans tous les cas, on le fera évoluer si besoin de plus ou besoin d'un peu revoir les choses différemment. Oui. Et donc effectivement, là, l'idée, c'est quand même que tu viennes plus en amont, vous discuter des projets et que tu puisses du coup gérer le juridique plus en amont. Exactement. Et qu'en fait, avoir des contrats, notamment c'est beaucoup sur ça, hein, évidemment, des contrats et des process internes hyper cadrés. Hyper cadrés. Donc ça va impliquer de faire aussi une harmonisation sur tout ce que j'ai pu faire déjà, puisque j'intervenais en pompier. Et là, vraiment prendre le temps de voir aussi les clauses qui marchent, celles qui sont discutées. Est-ce que les CGV sont dans un format assez lisible et user-friendly, on va dire. Donc voilà. Puis en plus, riche de mon expérience depuis plusieurs années. Parce que c'est des livrables que j'ai pu faire au début. Donc maintenant, avec toutes les expériences que j'ai eues, c'est vrai que c'est intéressant pour les clients aussi d'avoir un petit retour sur mon travail du début. Donc ça, c'est un client qui t'a été envoyé par ton frère, qui est devenu un super méga client que tu kiffes. T'avais d'autres dossiers qui ont grandi comme ça, ou ça a été plus des one-shots C'était plus des one-shots. Oui, un peu plus des one-shots, le reste. Parce que ils ont été moins dans la sollicitation. Selon toi, qu'est-ce qui fait la différence justement entre ce client qui a continué à rester et les autres qui ont été plus en one-shot? Je pense aussi que c'est le client qui était à ce moment, quand je commençais, qui était aussi le plus mature et le plus avancé en termes aussi de vision du travail de l'avocat ou de l'avocate. Ouais. Et qui était donc en capacité de se dire ok, là j'ai besoin. Et c'est vrai que ça maintenant j'en ai de plus en plus et c'est hyper pour moi c'est important de travailler avec des prestataires qui comprennent, alors pas dans les détails parce que c'est parfois super complexe, mais en tout cas qui ont accepté la dépense que représente l'accompagnement juridique et qui valorisent ou en tout cas qui ont de l'estime pour l'accompagnement que je propose. Et donc qui vont prendre en compte mes recommandations. Parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de chance parce que je travaille avec des clients qui sont très respectueux et qui estiment justement la dépense juridique et qui sont à l'écoute de mes recommandations. Et c'est vrai que de plus en plus, ça c'est depuis que je suis à mon compte aussi, je suis vraiment force de proposition sur beaucoup de choses. J'ai lancé des propositions à des clients pour leur mise en conformité RGPD, pour l'accompagnement aussi. Je fais du petit IP. Ce que j'entends par petit IP, ça va être enregistrer des marques et faire du suivi. Donc le proposer aussi à des clients.
parce que j'avais une info, il y a des subventions européennes qui étaient là, donc j'avais communiqué dessus et j'en avais profité pour le proposer à d'autres clients. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose que je mettais pas forcément en place auprès de mes clients quand j'étais en collaboration, parce que j'étais en pompier. Et là, maintenant que j'ai plus le temps, je réfléchis vraiment à ça. Je prends le temps de me demander qu'est-ce que je pourrais proposer en plus. Oui. Donc en fait, je pense que mon développement, il est axé sur finalement comment enrichir un petit peu les services que je propose déjà à mes clients pour en proposer d'autres. Donc en fait, moi ce que j'entends, c'est marrant parce que tu as dit, mais t'as eu un lapsus, t'as pas dit mes clients, ils estiment le juridique, t'as dit mes prestataires. Ah mince. Tu Oui, réécouteras. oui. Et non, mais c'est marrant. Et oui, et en fait, moi ce que j'entends, c'est qu'aussi, quand tu étais en collab, bah, du coup, on t'envoyait des trucs, tu réagis en mode pompier, mais t'avais peut-être moins ce réflexe, cette réflexion aussi qui va avec le réflexe de chercher à prolonger l'accompagnement et à continuer la vente d'une certaine manière. Que tu as beaucoup plus maintenant parce que voilà, ne serait-ce que toi, ton besoin et ta structuration est différente, etc. Et ouais, donc tu disais que justement, cette installation, le fait d'avoir quitté cette collaboration, c'était venu parce que tu avais envie tu commences à avoir des dossiers perso, tu avais envie de voir d'autres choses dans l'exercice de la profession. Qu'est-ce que tu imaginais par justement voir autre chose dans l'exercice de la profession? J'imaginais des journées un petit peu comme j'ai actuellement, qui ne se ressemblent pas. C'est-à-dire que du lundi au vendredi, et parfois le week-end aussi, en fait, je vais arriver dans mes bureaux à des heures différentes. Je vais parfois être à des endroits différents, puisque quand je vais chez les clients, ou parfois travailler un peu chez moi aussi, ou au bureau, en réalité, ça change quand même beaucoup l'état d'esprit. Et aussi dans les interlocuteurs en fait avec lesquels je travaille, que j'ai des clients complètement indépendants les uns des autres, ce qui n'est pas le cas en collaboration puisque en réalité on travaille pour un ou deux associés ou plusieurs parfois. Et là, ce que j'avais très envie, c'est vraiment, j'en suis pas loin en fait, donc je suis plutôt contente maintenant qu'on en parle, puisque c'était d'avoir une vraie richesse et c'est ça, cette diversité en fait du quotidien. Et l'organisation aussi à ma manière. C'est-à-dire que je m'organise si je dois retravailler le week-end parce que je suis allée à un cours de danse ou un cours de poterie ou de dessin. En fait, c'est OK parce que c'est mon organisation et c'est vrai que jusqu'à présent, la satisfaction des clients est au rendez-vous. Et ça, je trouve ça... C'est vrai que finalement, j'avais pas vraiment cette crainte de me dire, mais du coup, j'ai plus un cadre très présent. Finalement, c'est moi qui vais définir ce cadre. Et je savais que ça pourrait aller, en fait. Sur ça, j'étais assez sereine. Donc, j'ai rempli le cadre avec des missions, avec... Et comment ça s'est passé, du coup? Donc, tu quittes ta collab? Oui, alors j'ai quitté la collab, j'ai fait un petit break parce que j'avais envie l'envie du moment, c'était d'aller voir le soleil. Donc je suis allée un peu passer quelques jours à Marseille. Ensuite, je suis allée voir des copains un petit peu partout en France, en prenant évidemment mon ordinateur. Et là, j'ai été sollicitée par des clients que j'avais déjà. Ouais. Donc le fameux client dont Notamment, tu parlais. Exactement. J'ai eu d'autres dossiers qui sont arrivés par des confrères et des consoeurs. En e-commerce en général, en IP Alors en l'occurrence, c'était en data. Ouais. Et oui, beaucoup en data et un petit peu aussi IT. Oui, finalement, ça restait pas mal dans mes cordes. Donc ça, c'était plutôt une bonne chose. Et peu à peu, j'ai aussi eu quelque chose l'année dernière, donc en 2021. C'était En fait, j'avais vu une annonce sur Village de la Justice d'une consoeur qui recherchait, qui avait formulé sa recherche dans des termes extrêmement larges, puisqu'elle
je parlais de collaboration à temps plein, temps partiel, sous-traitance, prestataire. Donc, je l'ai contactée pour comprendre un peu quel était son besoin et j'ai travaillé avec elle pendant 3-4 mois, en fait, parce qu'elle avait une surcharge d'activité. Elle n'était pas à Paris, donc en fait, on ne s'est jamais rencontrés. Et je fonctionnais en TJM aussi avec elle, puisque je lui dédiais une journée par semaine. C'était hyper intéressant aussi cette manière de travailler il manquait un petit peu la phase d'échange puisqu'en fait elle était là j'étais un peu pompier, mais c'est vrai que c'était très en fait c'est ça, tu vois, quand je te parlais de diversité, c'est que j'ai envie et je continue à le faire actuellement d'expérimenter différentes manières de travailler, c'est-à-dire que le fond va rester le même puisque c'est de la production juridique, mais vont s'y ajouter le côté où est-ce que je vais travailler, comment est-ce que je me présente. Il y a tout l'aspect aussi communication et développement de clientèle sur lequel on a pas mal échangé, l'aspect aussi administratif évidemment. Et en fait c'est vrai que cette composition multiple, elle m'enrichit beaucoup. Ça me plaît énormément. Et en fait c'est pas du tout une difficulté j'ai pas peur pour l'instant de pas réussir à tout gérer, malgré cette diversité qui peut faire peur, peut-être pour se dire oulala mais comment je m'y retrouve. En fait c'est assez clair dans ma tête, ça va ça. Et justement cette consoeur qui cherchait quelqu'un, quel que soit le format, Village de la Justice, tu vois ce truc, tu l'appelles, ok c'est quoi votre besoin, elle a une surcharge d'activité, elle a besoin de bras. Vous tombez d'accord sur un TJM. Comment ça s'est passé cette mission? Et est-ce que ça continue? Non, ça avait vocation à être temporaire en fait. Okay. Parce que ça faisait aussi, si j'ai bien compris, c'était un moment où une de ses collaboratrices était partie en congé maternité, oui. Donc temporaire. Et c'était très clair dès le début. Et en fait, on a un peu fait évoluer le format, c'est-à-dire qu'au tout début, j'étais vraiment en format journée. Mais en réalité, je me rendais compte que l'émission, elle dépassait un peu les 8-9 heures que constitue une journée de travail. Et donc, je me retrouvais à travailler un peu plus. Donc, on a réajusté au fur et à mesure pour avoir finalement, quitter le TJM pour être plus au budget, au forfait, on va dire. Oui. Donc là, c'était plus équilibré et ça a duré, 4 mois, je pense. Ouais. Ouais. Et ça s'est terminé parce que du coup, fin du congé mat. Exactement. Mais on est encore en contact. Elle m'envoie des dossiers. Enfin, c'est assez. Ouais. Et t'en as eu d'autres des dossiers comme ça? Pour des confrères et des consoeurs? Ouais. Oui. En sous-traitance pour des cabinets? Ou en co-traitance d'ailleurs? C'était de la sous ou de la co-traitance? Là, c'était encore. En fait, je traitais le dossier pour elle. Je lui envoyais tout et elle envoyait. Mais il n'y avait pas ta signature? Il n'y avait pas ma signature, exactement. Donc c'était de la sous-traitance. Ouais. J'apparaissais pas. Je n'apparaissais. Si, il y a eu quelques dossiers sur lesquels, en fait, j'étais tellement impliquée sur le dossier qu'en fait, je participais au rendez-vous. Il y a eu 2-3 fois où, en effet, c'était comme ça. Donc c'était de la co-traitance à ce moment-là. Et il y a eu aussi un format pour une consoeur qui était en congé maternité et qui, en fait, ne pouvait pas et ne voulait pas non plus traiter ses clients, ses dossiers perso pendant son congé maternité. Donc là, c'est plus qu'une consoeur, c'est une amie. Donc il y a un lien de confiance très fort et qui m'a demandé de traiter un de ses clients récurrents. Donc ça, c'est aussi hyper pareil, toujours dans ce côté diversité en fait. C'est-à-dire encore une nouvelle manière un peu de travailler, puisque là, elle est en copie de tous les échanges. Évidemment, il y a une transparence totale. Je lui ai demandé vraiment, avant d'envoyer des budgets, parce que forcément, il y a eu d'autres besoins pendant la mission. Donc, ça s'est un peu enrichi. Encore une fois, j'ai proposé beaucoup de choses. Et là, je l'ai croisée il y a quelques jours pour lui demander est-ce que on fait un petit débrief, un point là-dessus. Et elle était plutôt satisfaite. Donc, elle t'en a dit plus? Non, mais ça s'y prêtait pas, on s'est croisés. Ouais, ok. Mais en effet, j'ai prévu de prendre un peu le temps d'échanger avec elle. Et aussi, ce que j'ai fait avec d'autres clients, plus en direct, donc des clients sans intermédiaire, on va dire, c'est de leur envoyer un questionnaire en fait à la fin de mes prestations, qui inclut notamment une question sur le prix, en fait, pour leur demander ce qu'ils ont pensé des prestations, de manière à déjà avoir un petit peu un retour quand on n'est plus dans le feu de l'action, et puis de toujours réfléchir à d'autres modèles différents. Et qu'est-ce qui ressort justement de ces formulaires jusqu'à maintenant?
So far, so good. Non, mais bien sûr, je m'attendais pas à ce que tu me dises, bah écoute, mes clients sont pas du tout satisfaits, ça va pas, c'est la merde et tout. Mais non, mais je pensais plutôt, tu vois, je trouve qu'on apprend de son accompagnement à travers les feedbacks des clients et on apprend aussi à voir ce qui est important pour eux. Moi, je sais que par exemple, dans la formation Développer sa clientèle, c'est grâce aux retours qui ont été faits. Tu sais, j'avais mis un prestataire sur la j'avais mission, échangé avec lui. Avec qui tu as échangé du coup. Et c'était hyper intéressant que ce soit... Alors là, c'était un petit peu différent parce que du coup, c'est un tiers. Donc, à la fin des 2 premières missions, des 2 premières sessions de Développer sa clientèle, globalement, j'ai confié à Alexis Minkela la mission de réécrire la page de présentation de la formation. Et ça incluait une phase d'échange avec mes premiers clients où du coup, ils voulaient comprendre en fait ce que j'apportais et la perception de tout ça par mes clients. Et c'est hyper intéressant parce que vous lui avez dit des trucs, je pense que vous m'auriez pas dit. C'est vrai. Et c'est pas une question de négatif ou de positif, c'est une question de tiers. De tiers, ouais. Et du coup, c'est hyper intéressant parce que moi, c'est comme ça, par exemple, que j'ai pris conscience de l'importance pour vous, justement, du cadre, du fait que je suive vos projets de près, que je puisse vous dire d'une semaine, on en est où de ça, t'as avancé là-dessus, t'as fait ci, enfin, ce côté vraiment... Et tu vois, j'en avais pas. Enfin, voilà, tu prends conscience de ce qui a de la valeur aux yeux de tes clients, de ce qu'eux-mêmes ont apprécié. Donc voilà, c'était plus dans cette question, dans cet ordre-là. Est-ce que tu as découvert des choses, entre guillemets, via ces feedbacks donnés par tes clients par rapport à toi, ton accompagnement? J'ai constaté, alors c'était pas spécialement dans un formulaire, mais c'était à l'occasion d'une discussion avec un client. Je trouve que ça, c'est hyper important quand on a la casquette de prestataire, d'être réceptif aux petites questions qui, en fait, impliquent une petite réorganisation. Un moment, il y a un client me pose une question en me demandant tiens, en fait, on en est où de ce dossier? Bon, parce que c'est un tout petit contentieux en social, donc ce qui n'est pas du tout mon cœur d'activité, mais que j'ai pris parce que j'ai compris que c'était dans mes cordes. Et là, je me suis dit en fait, cette question, il a raison parce que je ne l'ai pas tenu au courant. Bon, en l'occurrence, il ne s'était rien passé. Et c'est pour ça que je ne l'avais pas tenu au courant. Mais tu vois, là, à ce moment-là, j'ai compris, ok, en fait, même quand il se passe rien, quand il ne se passe rien, ça peut être utile de simplement envoyer un petit email au client pour lui dire, voilà, dans ce dossier, je vous tiens au courant, j'attends des nouvelles de mon confrère. Voilà, donc pour l'instant, c'est un petit peu le point que j'ai eu de ne pas hésiter à faire des emails, même quand il ne se passe pas grand-chose. Pour rappeler où est-ce qu'on en est. Exactement. Je pense que ça, c'est hyper important pour les clients. Le côté réactif, ça, il est assez apprécié. J'ai eu des retours là-dessus. Et écoute, c'est tout récent en fait, c'est-à-dire que là pour l'instant j'ai dû avoir 2-3 clients, tu vois, à qui j'ai envoyé des formulaires, donc j'ai pas eu encore... Ouais, parce que toi c'est aussi beaucoup de missions assez longues finalement, j'ai l'impression. Oui, j'essaye. Ouais. Et donc il y a eu 7 consoeurs en sous-traitance, un peu avec une autre, donc dans le cadre de son départ en congé maternité. Où tu as fait un peu la régie. Est-ce qu'il y a eu d'autres modes de développement particuliers? Oui, il y a des missions en fait qui consistent. Alors c'est un cabinet d'avocats qui me place, mais avec lequel je n'ai pas un contrat de collaboration, mais un contrat de prestation de service, qui me place chez les clients pour absorber des besoins sur une période déterminée. Et c'est vrai que là aussi, en plus, ça a créé une relation triangulaire, où finalement, dans le cadre de ces missions, alors ce sont des missions soit en temps complet ou en temps partiel. Moi, j'ai eu des missions en temps partiel. Donc, ce qui est assez rassurant dans un lancement d'activité, puisque ça permet d'avoir le confort d'une récurrence financière. Donc, ça fonctionne au TJM aussi. Une récurrence financière, de la visibilité, un cadre, toujours pareil, ce besoin de cadre, et en même temps du temps pour d'autres.
ce qui peut parfois être aussi le piège. Parce qu'on peut se retrouver un peu dans un confort de ce que pouvait être une collaboration, finalement, et ne pas être poussé à développer le reste. Et donc, ce type de mission aussi très intéressant, puisque finalement, lors de mes journées de travail, je suis soit sur place, soit à distance, mais en tout cas, j'ai une journée dédiée pour un client. Et il y a la relation à trois, comme je disais, la relation triangulaire. Donc finalement, c'est comme si j'avais 2 clients en un. Et ça aussi, c'est assez intéressant parce que ce sont des clients finalement que je ne pourrais pas atteindre seule à mon niveau et au stade où j'en suis actuellement. Ça me permet aussi de travailler avec des interlocuteurs qui ont souvent des compétences et des qualifications juridiques, voire sont des anciens avocats ou avocates. Donc très riche aussi sur le côté challenge que je ne retrouve pas nécessairement avec mes autres clients, qui sont plus des TPE ou des PME, mais qui ont quand même le côté prendre en compte le juridique. Donc ça, c'est encore une fois, ça rentre dans ma diversité que je recherchais. Diversité sur le fond, évidemment, mais aussi sur la relation avec le client. Ce qui fait que tu vois, il y a un moment où j'avais à la fois la consoeur qui me sous-traitait des dossiers, une mission en entreprise, mes clients. Et donc ça, c'était des semaines où vraiment je changeais de casquette tous les jours. Et ça me plaît. Ça me plaît en fait parce que en plus il y a le côté changement géographique, j'y vais en vélo, pas en vélo, je suis avec différentes personnes en fait au fur et à mesure de la semaine et c'est vrai que ça, c'est un petit peu, je pense, la clé de mon équilibre actuel. Oui. Le cabinet qui te place dans des entreprises, en l'occurrence, c'était quelque chose dont tu avais connaissance avant de t'installer ? Oui. Ouais. J'avais déjà échangé et je savais que ce type de prestation était proposé. Et c'est vrai que ça me trottait un petit peu dans la tête. Quand je commençais à envisager une évolution. Et là, ça me rassurait en fait de savoir que cette option était possible. Tu t'es inquiétée quand tu t'es installée ? Tu t'es dit, est-ce que ça va marcher ? En fait, quand je suis partie du cabinet, je mettais pas forcément le mot installation avec ce départ. C'était un petit peu comme je te l'ai formulé. J'avais envie d'exercer différemment. Je savais qu'il y avait cette option de détachement qui était possible. Mais comme c'est vrai que ce sont des missions qui, en général, se mettent en place, pas du jour au lendemain, mais disons d'un mois à l'autre ou d'une semaine à l'autre, j'avais aucun plan défini là-dessus. J'avais des clients pour lesquels je travaillais déjà, mais c'était pas une clientèle sûre comme ça l'est actuellement. Donc il y avait il y avait beaucoup d'aléas. Donc c'est vrai que je suis partie un petit peu avec l'idée d'expérimenter. C'était vraiment, on va voir ce qui va se passer. C'est marrant parce que c'est marrant que tu te sois pas dit je m'installe. Ah oui, alors ça, parce que en fait, je pense, et là ça devient de plus en plus clair, c'est que je manquais de référents et de modèles qui me parlaient en fait de ce à quoi peut ressembler une installation et aussi ce que signifie être avocat ou avocate. J'en avais autour de moi, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de ressemblances entre tous. Tu veux nous parler de ces ressemblances ? C'est vrai que c'était des profils passionnés, mais qui travaillaient beaucoup, qui étaient extrêmement dédiés à leur développement. Et c'est vrai que ma recherche principale à ce moment, et c'est encore un petit peu le cas, c'était pas vraiment de m'enfermer en fait dans une routine de travail. Moi, c'était surtout finalement, c'était un équilibre global de ma vie avec toute déjà la diversité dont on vient de parler, mais plus généralement en fait la diversité à la fois être avocate et faire plein de choses en fait en dehors du métier d'avocate. Donc je pense que c'est aussi pour ça que finalement j'avais des difficultés à dire je m'installe, parce qu'aussi il faut prendre en compte le contexte. On était en entre-deux en termes de confinement, on ne savait pas vraiment où on en était, donc avec toutes ces incertitudes, j'avais plus à l'esprit le côté on va voir.
C'était vraiment ça. Et je me rappelle qu'à cette époque, tout le monde venait me poser des questions. Alors, du coup, tu vas dans quel cabinet? Tu vas t'installer? Et je me disais, en fait, j'avais aussi un peu anticipé ça en ayant un peu d'argent de côté. Et parce que j'allais dans l'aléa. Mais je pense que j'avais besoin d'aller dans cet aléa pour un petit peu, justement, créer un nouveau cadre. Puisque j'avais eu un cadre pendant plusieurs années qui m'avait apporté beaucoup de choses et fait grandir. Et là, j'avais besoin de recréer mon cadre. Et qui passait par cette étape. Ouais. Ouais. Non, mais là où je dis c'est marrant, c'est que en fait, même quand tu t'installes, enfin, c'est-à-dire qu'en fait, que tu le dises ou que tu le dises pas, dans les deux cas, c'est une. En fait, même quand tu t'installes, tu sais pas ce qui va se passer, quoi. C'est un peu comme. Et tu dois le voir avec tes clients qui sont des startups ou des entreprises. En fait, tu vois, l'entreprise, elle part avec une idée, un business plan, un produit en tête et tout. Puis 3 mois plus tard, tu peux être sûr qu'il y a des trucs qui ont changé, quoi. Des trucs qui ont bougé. Le business model qui change, le produit qui évolue, le service qui évolue et la manière de le faire pour les... Enfin, ce que je veux dire, en fait, de toute façon. Et donc, c'est marrant parce que j'ai l'impression que quand je t'entends, j'ai l'impression qu'il y a ce côté où, en fait, tu n'arrivais pas à concevoir que le fait de ne pas savoir comment les choses vont se passer, ça n'empêche pas que tu es en train de t'installer, tu vois. Le fait de ne pas savoir qui vont être tes clients, comment ça va se passer, comment tu vas travailler, bah en fait, ça n'empêche pas que tu es quand même, enfin, tu vois, tu n'es pas en train de t'omettre. A priori, tu cherches pas une nouvelle collaboration. A priori, s'il y a des gens qui viennent et qui t'envoient des dossiers, ben, tu vas les prendre. Et donc, d'une certaine manière, ça s'appelle une installation. Et donc, non, mais je le souligne parce que peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui sont aussi un peu dans des trucs où pour eux c'est un peu genre ou blanc ou noir et si tu t'installes, ça doit ressembler à quelque chose d'hyper fixe. Tout de suite, tu vas avoir des bureaux, nanana, de telle manière, et puis truc, et puis ton business plan qui doit être fait. J'en parlais justement avec une des clientes actuelles de la formation Développer sa clientèle qui est là en mode oui, bah là en fait, là il faut que je fasse mon business plan et tout. J'étais là. Oui, non, mais ton business plan, c'est cool, mais ça va te donner des grandes lignes, tu sais. Mais en vrai, ton business plan, dans 2 secondes, il est plus actuel, quoi. Il va bouger. Ton business plan va bouger. Ah oui, c'est exactement ça. Moi, j'avais, je pense, une image de ce qu'était l'installation. Je correspondais pas, donc ce n'était pas l'installation. Et je me rappelle qu'à ce moment-là, on a discuté et où parce que donc j'ai participé à ta formation sur le développement de clientèle. Et c'est à ce moment que j'ai compris qu'en fait, il y avait beaucoup de manières d'exercer la profession d'avocat. Et que, en fait, je pouvais garder finalement des qualités ou des défauts que j'estimais incompatibles avec le métier, du type en fait avoir envie de finalement avoir du temps aussi pour soi, que j'avais un peu mis de côté en me persuadant que c'était pas comme ça qu'on pouvait être un bon ou une bonne avocate. Et finalement, avec cette formation et avec toutes les personnes que j'ai rencontrées et les confrères et les consoeurs qui enrichissent vraiment ma pratique et mon quotidien, je me suis rendu compte que tout le monde pouvait être avocat à sa manière. Et que être avocate comme je l'étais, ça pourrait plaire à certains clients, même certains confrères ou consoeurs, mais pas à d'autres, mais que c'était OK. Et c'est un petit peu... je me suis dit tout d'un coup... Mais en fait, je vais pouvoir être avocate, mais à ma manière, à ma sauce, en fait. Et ça, tout d'un coup, je me suis vue... J'ai vu tous les possibles. Et je pense que ça a beaucoup décloisonné, ce qui, dans ma tête, était cloisonné. Et par exemple, donc là, j'ai pris des locaux depuis quelques mois. Donc 1 an plus tard, quand même. Exactement, un an plus tard, c'est ça. C'est vraiment 1 an pendant la première année où je pense que j'avais vraiment besoin d'être dans ma bulle. De toute manière, comme je l'ai dit tout à l'heure, on était entre 3 confinements. Il y avait 0 possibilité pour moi de prendre des bureaux, en fait, parce que déjà, je ne savais pas vraiment où j'allais financièrement. Et puis, j'avais surtout envie d'être un petit peu dans ma bulle, en fait, de prendre ce temps. Il y avait la formation de développement qui m'a beaucoup aidée. J'ai rencontré aussi des consoeurs par le biais d'une asso géniale
qui s'appelle 1900 Avocates. Donc c'est vrai que je me recrée un petit peu un réseau et un cercle de pas de travail parce qu'on travaillait pas ensemble, mais disons d'échanges pro et de construction, de réfléchir sur mon offre. Et en fait, ça m'a beaucoup accompagnée en douceur. Et ce qui fait que, en plus, j'ai eu cette mission chez un client, donc j'allais, et ça continue encore 1 ou 2 jours par semaine chez le client, donc je me retrouvais dans un cadre avec des personnes, et je me suis dit, mais finalement, c'est sympa, et je crois que ça me manque. Et donc, au bout d'1 an, j'ai décidé de prendre des bureaux, c'est allé hyper vite, et là, je suis au meilleur endroit pour moi en ce moment, avec 2 consoeurs géniales, et dans un endroit qui me plaît, un quartier qui me plaît. Et donc, c'est vraiment saisir l'envie sur le moment. Et c'est ce que tu me disais, on a déjeuné ensemble avant de... Tu me disais, je pense que vraiment, ce qui fonctionne vraiment pour moi, c'est de saisir l'envie sur le moment. Parce qu'elle passe, en fait. Et Parce c'est qu'elle trop passe. dommage de les laisser passer. Et Et ça génère un peu de frustration. Et en fait, c'est vrai que là, tu vois, riche de cette diversité que j'ai réussi à mettre en place et qui continue dans mon activité et que j'ai envie de continuer aussi. J'ai assez confiance dans ma pratique et dans la manière de travailler pour sauter sur mes envies. Donc, il faut qu'on dise que on est dans le 9e arrondissement de Paris. Pour les non-parisiens, ici, c'est un quartier hyper sympa, hyper bobo. Il y a plein de bons petits endroits pour aller manger. Voilà, on est faire juste... la fête. Et faire la fête. J'ai découvert ça. Ouais, c'est un quartier de fêtards. Moi, je suis pas très fêtarde, mais il y a de la fête par ici. Et voilà. Et tu partages tes locaux, on peut le dire quand même. On peut le dire. On peut le dire avec Tiffaine Marie que j'ai aussi interviewée sur le podcast et une autre avocate qui s'appelle Eva Touboul. Eva Touboul. Et Tiffaine Marie qui s'est aussi installée à la rentrée. Et quand Clémentine, qui me partageait ses projets d'installation, enfin surtout parce qu'elle était déjà installée, mais ses projets de locaux, m'a dit oui, non, je vais peut-être partager des locaux avec Tiffaine Marie. J'ai dit bah ouais, évidemment. Enfin, je veux dire, vous étiez faites pour vous entendre. C'est-à-dire que... Et là, aujourd'hui, je viens dans vos locaux et votre bureau, c'est juste... Enfin, il y a plein d'œuvres de Tiffaine. Vous vous accordez vachement sur... Il y a plein de couleurs vives et de petites touches personnelles. Et on sent que c'est le bureau du bonheur, quoi. Ouais, on est hyper contente avec Tiffaine aussi, avec Eva, de cette combinaison. Elle fonctionne très bien. Et Tiffaine, on s'entend très bien. Ouais, et Tiffaine, justement, disait un peu ce que tu dis toi aussi, c'est-à-dire je pensais pas qu'il existait des avocats qui, comme moi... Bah, c'est vrai que la particularité de travailler avec des consoeurs qui ne correspondent pas, on va dire, à l'image classique qu'on peut avoir de ce que signifie être avocat ou avocate, et dans un endroit qui n'est pas non plus dans on va dire, le triangle d'or parisien, et dans un bureau qui est hyper mignon, c'est vrai que c'est une vraie fraîcheur, en fait, pour moi. J'aime beaucoup. Ouais. Et donc, donc aujourd'hui, tu as des clients dans des cadres de mission qui sont différents. Qu'est-ce qui... donc, il y a beaucoup de mouvements. Des fois, tu es ici au bureau. Parfois, tu travailles de chez toi. Parfois, tu travailles de chez tes clients directement. Parce que tu vas dans leur bureau et que tu travailles avec les équipes et tout. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui a changé dans ta vie et où tu te dis que ça remplit justement ce besoin du moment et toutes tes envies du moment? C'est sur un petit peu le mouvement, comme tu l'as très bien résumé, mais c'est aussi plus généralement l'organisation. C'est-à-dire que je peux être amenée à aller voir, par exemple, ma famille aux Pays-Bas, et en fait, ça se glisse parfaitement bien dans mon organisation, parce qu'il suffit juste de l'anticiper, de prendre le train au bon moment, et en fait, de partir avec mon ordinateur, et ça fonctionne. Aussi le côté pouvoir prendre du temps pour moi, donc avec
toutes les activités que j'aime bien faire, manuelles, artistiques, danse, enfin voilà, toute cette diversité, encore une fois, hein, qui me fait du bien en fait et qui correspond à mon équilibre général. Et enfin, il y a aussi une nouveauté qui est arrivée avec le fait de m'installer, c'est la relation aux autres avocats et avocates. Donc je parle beaucoup des confrères et des consoeurs parce que c'est une vraie réalité pour moi depuis là, la rentrée, donc septembre, qui correspond au moment où j'ai eu mes bureaux. Toutes les semaines, en fait, j'essaye d'aller déjeuner ou dîner avec 2 ou 3 confrères par semaine et consoeurs également. Et en fait, c'est hyper intéressant déjà d'échanger sur nos pratiques, de faire un peu le point où on en est les uns les autres. C'est des personnes que j'ai pu croiser à l'EFB ou à la fac ou sur des dossiers. Et donc il y a ce côté un petit peu finalement réseauté entre nous, mais dans une manière qui me correspond, où je me sens à ma place en fait. Et de prendre ce temps de vraiment pouvoir discuter et d'échanger un petit peu de problématiques qu'on rencontre tous et toutes. Tu dis de réseauter, mais de le faire autrement, à ma façon. Pour toi, c'était quoi réseauter avant? Je me rends compte que j'avais tellement d'images. Mais non, mais c'est hyper intéressant. Avant, mais je pense on doit être nombreux dans ce cas-là, en fait, à percevoir ce que font les autres. Et si ça correspond pas à notre manière d'envisager les choses, de s'interdire peut-être d'agir ou... En fait, le réseautage, pour moi, c'était ma hantise, c'était d'être le pied dans la porte. Et de forcer un petit peu avec ma carte de visite. Voilà, tu vois. D'ailleurs, j'en ai toujours pas. Et en fait, pour l'instant, j'en ai pas besoin, mais je vais le faire. Et en réalité... Et tu peux ne pas en avoir aussi. Tu peux ne pas en avoir, oui. En revanche, il faut que j'ai le site. Ça, c'est le chantier qui est en cours. Bah, surtout pour une avocate en IT qui accompagne ses clients sur la confection d'applications. Donc ça, c'est le chantier du moment. Et en fait, peu à peu, je me suis rendu compte que j'arrivais à développer, encore une fois, à ma manière et en me sentant à ma place, sans forcer, sans créer le besoin, sans finalement avoir cette image de requin un peu comme j'ai pu me la construire, qui ne correspond pas forcément à la réalité, hein, mais c'est juste des mythes, je pense, que je m'étais mis en place. Et finalement, tout d'un coup, je me suis dit, mais en réalité, je développe. Ça s'appelle du développement, mais c'est qui correspond à mon mode de développement. Et je me sens alignée dans cette manière de développer. Ouais, c'est fou le nombre de mes clients qui se font tout un monde, en fait, de ce que c'est que le développement, de ce que c'est que d'endosser une casquette de chef d'entreprise. Et en fait, ils se rendent compte que c'est juste comment est-ce que je crée des liens, quoi. Et en fait, créer des liens, c'est la base. C'est la base. Non, mais je veux dire, et en plus, pour la plupart, c'est un truc agréable, tu vois, de créer des liens. Enfin, genre, c'est un truc cool, quoi. Et donc, c'est marrant, ces a priori qu'on a, mais je pense que c'est les mauvais emails de prospection qu'on reçoit. C'est, tu vois, il y a beaucoup de choses qui font qu'on a une image de ce que c'est que c'est les pubs bas de gamme où on a l'impression que développer, c'est parler de soi de manière vulgaire. Et je pense aussi que pour moi, c'est vraiment propre à mon parcours et à ma personnalité, mais je pense que j'avais des difficultés à envisager de développer pour autre que moi. En fait. C'est-à-dire que, ou à moins de me sentir extrêmement intégrée, impliquée et de pouvoir aller dans cette direction, mais je me rends compte que là, d'être à mon compte, déjà il y a une nécessité forcément, il faut le faire parce que sinon ça ne marche pas. Et en plus de pouvoir le faire et en avoir 100% la maîtrise, c'est vrai que c'est bien. Enfin, c'est-à-dire que ce que je dis quand je rencontre que ce soit des prospects ou d'autres avocats, je sais comment ça va être réalisé en fait, puisque c'est moi. Et du coup, ça me correspond et je suis assez à l'aise et confortable avec la présentation que je peux faire. Mmh. Et tu disais tout à l'heure que ce réseautage, tu vois, c'est 2-3 confrères par semaine avec qui tu réseautes.
avec qui tu bois des coups et tu bouffes. Non, mais je veux dire, Voilà, tu vois, franchement. parlons franchement. Qu'est-ce qu'on fait quand on reset? On boit des coups et on bouffe. Bref, tu vois, tu as évoqué les potes de fac, tu as évoqué les potes de l'EFB. Donc, tu reprends contact aussi avec des gens avec qui tu avais un peu perdu le fil. Comment tu t'y prends? Voilà, c'est quoi ton modus operandi? Alors, je passe du temps sur LinkedIn. Ouais, Donc, c'est bien. j'essaye. J'ai bien compris. Je suis moi-même j'essaye d'être assez active en publication. Et ça marche. Alors, ça marche d'une manière à l'inverse de certaines personnes qui développent sur Instagram, pour échanger pas mal avec elles, qui reçoivent directement des messages en fait de potentiels clients et clientes sur leur compte. Moi, je ne reçois pas de messages à la suite de mes posts de potentiels prospects, mais en revanche, ce que j'ai constaté, c'est que ça permet en fait finalement au réseau déjà existant, plutôt d'avocats et d'avocates, de comprendre ce que je fais. Et donc ça accroît la visibilité, qui est un grand thème que tu chéris beaucoup. Ça me permet d'accroître quand même beaucoup la visibilité et donc ça m'est arrivé d'échanger avec des confrères à une soirée et que la personne rebondit sur un de mes posts. Et donc disons que la réaction à mon post, elle va pas être immédiate dans un dossier qui va tomber, mais ça contribue finalement à, à me faire un peu plus connaître et rendre visible. Oui. Après, toutes les configurations sont possibles, effectivement. Mais, Et donc, pour répondre à ta question initiale, ça veut dire qu'il y a donc des confrères et des consoeurs qui ont vu mes posts et qui m'ont écrit pour me dire « Ah tiens, tu t'es installé, moi aussi ». Et pareil, inversement, moi j'en ai vu certains qui annonçaient leur installation ou qui annonçaient tout simplement quelque chose en fait sur les réseaux, et ça a été l'occasion de proposer d'aller déjeuner, et c'est vrai que ça j'adore parce que dernièrement c'est hyper rigolo, mais il y a mes parents qui étaient en voyage aux Pays-Bas ont rencontré un couple d'avocats qui ont créé leur cab à Paris, et du coup ils ont pris leur contact, ils me les ont donnés, et en fait on a dîné ensemble il y a une semaine. Et ils sont super sympas. Il y a eu on s'entend très bien. Et en fait, c'est vrai que ça a aussi décloisonné ce que pouvait être finalement pour moi le réseautage. Ça peut être ça aussi en fait. Ouais. Et dans les deux sens. Et en réalité, si les personnes ont, ou pour leurs clients ou directement les concernant, des besoins dans mon domaine, en fait, on travaillera ensemble. Mais je me sens pas illégitime. Enfin, je me sens parfaitement à ma place. Parce que de la même manière que moi, en fait, je les solliciterai, tout simplement. Et c'est vrai que mettre les choses les regarder sous cet angle, en fait, finalement, on est tous pareils. Ça marche beaucoup mieux. Le développement, c'est ce que vous faites pour qu'on puisse penser à vous quand on a besoin de ce que vous savez faire, de ce que vous voulez faire. Enfin, je veux dire, en fait, si on met ça de manière hyper basique, c'est juste ça, quoi. Qu'est-ce que... Tu vois, c'est une cliente qui m'a écrit, qui m'a dit « Ah, t'as parlé de... Tu connais des avocats qui se font coacher en anglais. Est-ce que t'as les noms des coachs ?» Et j'étais pas hyper à l'aise pour demander à ces avocats-là leur coach. Donc, j'attendais un peu de voir si j'allais trouver l'info autrement. Et effectivement, il y a un mec, et en fait, je pensais qu'il faisait que de la traduction. J'ai raconté cette histoire il n'y a pas longtemps. Je pensais qu'il faisait que de la traduction juridique anglais. Et en fait, il a publié, et que je suis sur les réseaux depuis longtemps, et il fait une production assez, je trouve, hyper qualitative sur LinkedIn. Et il a publié un post, et là, je vois sur son post qu'en fait, il fait aussi du coaching one-to-one pour développer les compétences en anglais juridique des gens. Et du coup, j'ai envoyé ses références à cette personne. Je ne sais pas s'ils vont travailler ensemble, mais en fait, si elle m'avait pas dit il y a ça, j'aurais pas fait attention à son poste. En fait, c'est juste ça le développement, quoi. Et voilà, je trouve ça rigolo. Ce que tu avais plaqué, et finalement, tu te rends compte que ces communications, que ce soit parce que tu vois les gens autour d'un verre et que ce soit parce que tu publies sur les réseaux, publier, c'est aussi donner des prétextes à se parler.
Enfin, tu vois, ah tiens, j'ai vu que non, c'est des débuts de conversation. Tu Complètement. vois, ça facilite vachement les trucs, quoi. Non, vas-y, je t'écoute. Non, j'avais en fait souvent ces images qui ont été complètement cassées par le Covid dans tous les cas, mais tu vois, d'événements où tu as plein de professionnels, un peu comme des speed dating, mais version business, et où j'imaginais, parce que pour le coup, j'en ai vu quelques-uns, mais jamais, j'y suis jamais allée moi-même directement avec ma casquette d'avocate à mon compte. Et je me demandais toujours, mais comment tu vas aborder les gens? Comment ça marche? Et finalement, ça vient assez spontanément et par d'autres choses que le droit d'ailleurs aussi. C'est ça qui est assez rigolo en fait. Tu penses à quoi, justement? Je pense à parler des choses qui m'animent, donc des choses que j'aime faire, que ce soit en activité, en voyage, des endroits aussi en fait, tout simplement parler et se rendre compte qu'on a des affinités. Et finalement, tu vois, là j'ai rencontré une consoeur qui est en droit de la musique. Et on a discuté de nos métiers, de nos pratiques, de nos difficultés, enfin de notre quotidien. Et à la fin de la conversation, on a beaucoup plus parlé de finalement pourquoi tu étais allée en droit de la musique. Ah, bah en fait, elle est musicienne. Et tu vois, je trouve que ça met une couche plus humaine, plus sympa, et qui fait que, en fait, déjà, je pense que c'est une super consoeur qui bosse très bien. Et en plus, il y a un petit truc assez sympa qu'on a échangé, et c'est vrai que c'est chouette, ça démarque en fait, ça démarque tout en restant soi. Donc c'est le combo parfait. Ouais, et je renvoie du coup tout le monde à ma formation sur le personal branding, parce que c'est c'est vraiment le sujet de cette formation. Mais oui, enfin en fait, mais tu sais que t'es mon exemple d'ailleurs. On m'a dit. Entre Maître B qui fait de la protection des données personnelles et Clémentine B qui aime le chocolat, qui se déplace à vélo et qui fait de la protection des données personnelles, de qui est-ce que vous allez vous souvenir? La cycliste. Ah bah c'est clair qu'on se souvient de Clémentine écolo à vélo qui aime le chocolat, quoi. Mais parce que ça marche comme ça en vrai. Ok, trop cool. Comment tu prévois les choses pour plus tard? J'aimerais continuer à garder de la diversité dans ma manière d'exercice, parce que c'est vrai que j'aime beaucoup ça. Enfin, c'est vraiment pour moi la richesse, à la fois dans ma pratique, dans mon quotidien, et dans ce que je propose à mes clients. Et j'aimerais aussi, alors ça peut sembler un peu étrange, mais j'aimerais trouver des clients qui viennent par leur propre initiative en fait. C'est-à-dire des personnes qui m'ont trouvé soit parce que ils ont eu accès à un de mes contenus, que ce soit un post LinkedIn, un article, et qui décident de venir. Mais disons qu'il n'y a pas de lien direct avec un confrère, un consoeur ou un proche. Ce que j'appelle les clients out of nowhere en fait. Bah en fait c'est de l'inbound. En marketing on appelle ça de l'inbound. Ok. Oui, c'est parce qu'ils voient ton travail. Je peux donner peut-être l'anecdote de mon week-end. En fait, Vas-y. lors de du week-end précédent, j'ai participé à une petite vente qui était organisée dans un endroit où je fais de la poterie. Et donc moi j'y allais un peu avec zéro attente, on verra bien ce qui se passe. De toute manière, ce sont seulement mes amis et ma famille qui vont acheter. Et en fait, j'ai eu des clients qui sont venus m'acheter mes créations. Donc des clients qui ne sont inconnus. pas tes parents, et voilà, des Exactement. inconnus. Qui ne m'aiment pas de manière inconditionnelle, qui ne me connaissent pas, et qui sont juste venus parce que j'ai fait devait leur plaire. Parce qu'ils ont vu tes poteries sur ton stand. Ouais, sauf si quelqu'un les a payés, que j'ai pas vu ça. Non, je pense pas. Et en fait, c'était à la fin de la journée, j'étais trop contente parce que c'était une expérience, un petit challenge que je m'étais mis, qui a fonctionné, et surtout parce que je l'ai dit à tout le monde, vous vous rendez compte, des inconnus m'ont acheté des choses, et c'est vrai que c'était, et tu vois, je l'ai transposé avec ma réflexion du moment sur le développement que j'ai envie de mettre en place. En me disant, mais tiens, ça serait. En fait, j'ai envie de ça aussi dans mon activité d'avocate. Et alors, du coup, si on fait cet exercice d'analogie, qu'est-ce que tu as fait là pendant ce week-end? Alors, physiquement, j'ai tenu un stand. Ouais. et j'ai parlé. Ouais. En fait, j'ai rencontré des personnes, j'ai
donner des cartes. Ouais. Tu vois, si on fait vraiment une analogie, et je pense avoir bien présenté les choses pour certains. Et j'ai bien bossé en amont, puisque j'avais les pièces qui étaient prêtes. Et ça veut dire quoi de tenir un stand? Je joue l'analogie au bout, hein, tu vois, moi je suis en mode... C'est avoir un site. Non, là je te parle de ce week-end, quoi. C'était quoi Eh bien, c'était observer les gens qui viennent jusqu'à moi, les laisser un peu regarder. Ouais, donc ils pouvaient voir Ils pouvaient voir ton exactement. travail. Donc le site. J'ai bien compris. Ils pouvaient voir mon travail et toutes les infos étaient là. Le prix, l'objet, ma carte. Donc en fait, ils pouvaient se débrouiller avec ce qu'ils avaient. J'avais pas besoin de venir leur expliquer ça coûte combien. Ça fait... Et en revanche, ce que je venais apporter en plus, c'était un peu de contexte. Donc qui je suis, comment je fais en fait, tout simplement, la technique qui est derrière. Un peu l'histoire aussi, parce que c'est vrai qu'il y a toujours un peu des petites histoires. Et le storytelling. Exactement. Sur une assiette. Mais tout à fait. Et... Non, mais vous voyez, l'idée de cette assiette est née lors d'un voyage au Japon. J'étais devant. Et c'est vrai que oui, il y a complètement beaucoup d'analogies. Et du coup, tu disais toi-même que ça t'avait donné des idées, que ça t'a fait réfléchir. Et du coup, tu vois, si tu pousses cette réflexion à la transposition, justement, à la vente de tes services comme avocate, qu'est-ce que ça te... je pense que ça va me booster clairement dans la création d'une offre où je donne mes prix directement. En fait, ça, c'est en cours de réflexion parce que je sais que les deux existent, en fait, c'est-à-dire des sites qui présentent directement les offres et des sites sans les prix. Une autre option, ça peut être juste de donner son taux horaire aussi. Mais je pense que proposer des offres packagées, comme j'ai déjà eu l'occasion de le faire, alors c'était un client déjà existant, donc c'est pas un client qui venait de nulle part, mais en fait de donner toutes les infos sans que la personne ait besoin de contacter, je pense que c'est essentiel. Ok, donc c'est le projet... C'est le projet là. Oui. Et j'aimerais bien aussi lancer réfléchir à des petits formats de formation. Mais ça, c'est vraiment au stade de la baby réflexion. De la baby réflexion. Sur quoi tu veux former? En fait, c'est toujours dans la logique de donner du contenu gratuit, comme je peux faire avec mes petits posts LinkedIn, pour ensuite accompagner, ou pas d'ailleurs, hein, parce que ça peut aussi être des formations qui sont un peu plus importante en termes de contenu, pour ensuite donner envie à la personne d'en savoir plus et d'avoir un accompagnement un peu plus. Et ça serait sur le thème de, par exemple, réaliser une analyse d'impact, mettre en place vos registres de données personnelles, les CGV en 10 points, la négociation. Enfin, en fait, j'ai vraiment envie de vulgariser et de simplifier ces notions qui peuvent faire peur à beaucoup, pour leur montrer qu'en fait, il y a quelque chose à faire, que ça peut être simple, finalement, à partir du moment où on est bien accompagné, et qu'en plus, ça peut même, et ça serait le Graal, se transformer aussi dans des documents et des outils, finalement, qui servent leur marque. Un peu du customer, montrer que le customer care peut passer par justement finalement bien montrer à vos clients et utilisateurs que vous traitez leurs données conformément à la réglementation. En fait, ça peut rassurer. Selon le business qui est envisagé, ça peut être aussi un petit argument, et vous êtes montrer que vous êtes réglo, et plus que réglo, finalement c'est hyper important. Et donc ça peut passer aussi par la mise en place de documents un peu moins rigides que ceux qu'on peut voir, et des process un peu plus fluides aussi. Donc ça, c'est vrai que j'aimerais aller dans cette direction aussi. C'est un peu le terme legal design réfère un petit peu à ça, en fait, du langage juridique clair, des outils plus simples et plus intégrés, en fait, dans l'univers des clients. Pas qu'on ait l'impression de débarquer sur la politique de confidentialité et c'est un doc en Times 11, ça fait peur. Non, que ça soit quelque chose où on se retrouve dans le monde un peu du client. Et tu disais tout à l'heure que quand t'es partie, quand t'as quitté ta collaboration, t'étais un peu en mode on va voir.
et que pendant cette année, tu as énormément décloisonné les choses et ouvert les perspectives, qu'il y a eu notre échange à l'automne dernier, puis ensuite tous nos échanges dans le cadre de la formation développer sa clientèle. Et au-delà, l'association 1900 avocates et plein d'autres rencontres que tu as faites par ailleurs. Et que tu t'étais rendu compte, entre guillemets, que tu pouvais être avocate autrement, d'une manière qui te... Est-ce que tu penses que quand tu as quitté ta collab et que tu étais encore un peu dans l'expectative, tu étais aussi au bord de peut-être potentiellement raccrocher la robe et faire autre chose? Est-ce que c'était une option ou est-ce que tu n'en étais pas là Tu penses par exemple à rester dans le monde juridique et devenir juriste ou même complètement autre N'importe chose? en fait. Ouais. Est-ce que tu en étais aussi un peu à un point où tu étais en mode, mais en fait là, j'arrive pas à avoir une vie qui m'épanouit, j'ai envie d'avoir plus de temps pour moi, j'ai envie d'être plus mobile, j'ai besoin d'oxygène, j'ai besoin d'air, là je me sens un peu enfermée. Et est-ce que ça te conduisait aussi à te dire, mais en fait potentiellement là, il faut que j'arrête d'être avocate et qu'en fait ce qui fait que c'est que tu t'es laissé une marge de respiration et la possibilité de voir autre chose, mais que potentiellement, enfin a priori, tu étais plutôt dans une dynamique de en fait, potentiellement, il faut que je change de métier parce que là, mes envies sont incompatibles avec mon métier. C'est plutôt l'option de me donner cette fameuse bulle de respiration et d'air. Et en fait, je me suis dit, ce métier, il doit pouvoir s'exercer d'une autre manière que ce que j'ai connu, qui m'a beaucoup appris et accompagné dans ma construction. Mais là, j'ai envie enfin, je l'ai vraiment vu comme m'offrir cette chance. M'offrir parce que c'est vrai que j'avais justement un peu anticipé financièrement si jamais ça se passait mal, tout simplement, ou pas. Et donc, je me suis dit, c'est vraiment le moment de tester autre chose. J'ai pas du tout pensé à changer de métier. Parce que je me rends compte qu'en fait, il y a beaucoup de choses que j'aime beaucoup dans le métier. Le fait d'accompagner des clients, de leur expliquer ce que je te disais tout à l'heure, un petit peu le côté vulgarisation, simplifier des concepts compliqués qui pour moi le sont de moins en moins. Et expliquer tout ça à des clients, j'aime beaucoup. Et ça, vraiment depuis le début, je me rends compte que j'adore prendre le temps d'expliquer et de simplifier. Je me rendais compte qu'en fait, ce qu'il fallait changer, c'était le cadre. Donc, en changeant de cadre, je me suis donné cette possibilité d'expérimenter d'autres cadres et de voir est-ce que finalement, là maintenant, l'équation, elle fonctionne mieux pour moi. Et jusqu'à présent, la réponse est oui. Évidemment, il y a des incertitudes, il y a des moments de doute, en fait, avec le fait d'être à son compte. Et déjà, tu vois, le fait de prendre des locaux avec des super consoeurs, ça a enlevé un point négatif de l'installation pour moi qui jusqu'à présent était un peu trop d'isolement et de solitude. Et en fait, je pense que j'en enlève au fur et à mesure comme ça on va dire des petits points négatifs tout autour de moi. Et finalement, j'en suis venue à me dire que le métier d'avocate, et tel que je l'exerce actuellement, il correspond vraiment à mon envie de faire ce métier d'une manière plus libre. Et avec évidemment son petit lot d'incertitudes, notamment financières, qui l'accompagnent. Mais en réalité, c'est une nouvelle étape en fait dans ma vie et dans ma carrière. Je le vois vraiment comme une étape que j'ai pris au bon moment et qui me remplit. Ok, trop cool. Quelle est ta dernière joie? Ma vente de céramique à des inconnus et à des connus aussi s'ils m'écoutent. Ouais, c'était vraiment un petit challenge. Donc, écoute, c'était prenant, mais super sympa. Et sinon, notre déjeuner aussi, qui était très chouette, évidemment. Non, mais attends, moi, ça me va, la vente de céramique. Il n'y a pas de... Et qu'est-ce que tu portes sous ta robe? Je porte justement un peu toute cette petite diversité dont on a discuté depuis le début, c'est-à-dire
travailler pour des clients complètement différents, qui ont des profils différents, des attentes différentes, et mélanger avec des plaisirs et des loisirs et une vie un peu différente en fait. Donc c'est tout ce melting pot de avocate et plein d'autres petites casquettes. Merci beaucoup Clémentine. Merci Lila Louise.